Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Adrien Chignon, je suis interne premier semestre en anesthésie à l'hôpital Béclair. Et avec mon CCA Étienne Pujol, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, nous allons présenter un topo sur le blood patch et ses complications. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter mes conflits d'intérêts concernant le sujet. Donc, voilà, c'est fait. Donc pour illustrer ce stage junior, je vais vous présenter un cas clinique d'une patiente qu'on a eu, qui a été hospitalisée chez nous. Donc c'est Madame W, 32 ans, qui vient pour un accouchement voix basse. Donc on lui pose à terme, on lui pose une péridurale et en fait très rapidement on a un niveau qui monte très haut. Il y a une suspicion de brèche qui est faite secondairement, qui n'a pas été faite au moment de la pose de la péridurale. Donc on repose une péridurale et finalement elle sera césarisée sur cette péridurale avec une extension de péri pour stagnation. Et en fait, 24 heures après cette césarienne, elle va présenter un syndrome post-brèche avec des céphalées positionnelles typiques, très invalidantes, 24 heures après. Donc, 24 heures après l'apparition de ce syndrome post-brèche, on va réaliser un blood patch, parce que les céphalées ne passaient pas. Et ce blood patch va entraîner la disparition des céphalées assez rapidement. Mais il faut noter que ce blood patch a été marqué par un prélèvement sanguin très difficile de la part de l'équipe infirmière. Elles ont dû s'y prendre à trois opératrices différentes en 10 minutes en piquant sur les deux bras. Elles n'arrivaient pas du tout à la prélever. Et donc on a fait des hémocultures sur le sang prélevé qu'on a injecté dans le blood patch dessus. Donc petit point sur le syndrome post-brèche. Donc en fait le syndrome post-brèche c'est lié à un trou dans la dure mère accidentelle lors d'une pose de péridurale qui entraîne une fuite de LCR, une hypotension à l'étage cérébral avec une traction sur les structures cérébrales et va entraîner une vasodilatation compensatrice qui est le mécanisme principal de la céphalée dans le syndrome post-brèche. Donc quand ça se produit, il faut évidemment éliminer les autres causes de céphalée du postpartum, une thrombophlébite cérébrale, ce genre de diagnostic. Et donc le blood patch, c'est un peu la référence du traitement du syndrome post-brèche persistant. Donc comment ça marche? On injecte du sang autologue à peu près au niveau, enfin dans l'espace péridural, au niveau à peu près de la brèche qui a été causée. Et en fait, ça va créer un effet de contre-pression sur l'étage cérébral avec une vasoconstriction qui du coup va contrer la vasodilatation compensatrice qui était responsable de la céphalée. Donc il y a certaines complications qu'on peut retrouver à la suite d'un blood patch qui ont été décrites, la plupart bénignes, donc ça peut être des radiculopathies, de la fièvre, une bradycardie lors de la pause, une douleur lombaire, parfois des complications un peu plus embêtantes comme des méningites ou une arachnoïdite. L'efficacité du blood patch est très variable selon la littérature, donc ça va à peu près de 65 à 90%, ça dépend. Donc il y a plusieurs points qui ne sont pas très clairs dans la réalisation d'un bon blood patch. C'est donc quel volume on met par exemple dans un blood patch. Donc selon la littérature, ça va de 3 à 48 millilitres, donc c'est vraiment très très variable. En général, on dit qu'on injecte jusqu'à ce qu'il y ait une pesanteur lombaire au maximum. Et donc il y a une étude, un essai clinique contrôlé randomisé qui est sorti en 2011 qui a essayé de répondre à la question de quel volume il fallait mettre. Donc ils ont étudié l'efficacité sur les céphalées sur un groupe de 121 patients. Donc ils ont divisé en trois groupes avec un groupe avec 15, 20 et 30 millilitres injectés. Il faut noter que le groupe 30 millilitres, il y a 50% des patientes qui n'ont pas pu aller jusqu'à 30 millilitres parce qu'elles avaient une douleur lombaire, contre seulement 2% dans le groupe 15 millilitres. Donc voilà, donc ça c'est leurs résultats et en fait ils ont trouvé que dans le groupe sur la disparition totale des céphalées, à partir de 48 heures il n'y avait pas de différence significative entre le groupe 15, 20 et 30 millilitres. La seule différence significative qu'ils ont eue c'était en dessous des 48 heures avec un des meilleurs résultats pour le groupe 20 millilitres. Et donc c'est pour ça qu'eux ils recommandent d'injecter un volume au moins égal à 20 millilitres. Et au final, c'est à peu près ce qui est fait en pratique chez nous. Donc, on reprend le cas clinique. Donc, les céphalées se disparaissent. Et en fait, à J8 post-blood patch, notre patiente présente une hyperthermie à 39,9 degrés Celsius. Cliniquement, on n'a pas de syndrome méningé, pas de céphalée. Le seul signe neurologique qu'on a, c'est une sciatique droite qui était présente pendant la grossesse mais qui avait disparu en postpartum et qui est réapparue 2-3 jours après le blood patch
et là qui s'est très aggravé avec l'apparition de la fièvre et qui a même nécessité une PCA morphine. Est-ce que vous avez des hypothèses diagnostiques sur la fièvre en contexte de postpartum, césarienne, blood patch? Est-ce qu'il y a des choses que vous... Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? La fi- Ok, ouais, péridurale, ok. Ouais, donc tout ça. Donc, voilà, donc les causes infectieuses à évoquer, voilà, la mastite, l'endométrite, infection sur cicatrice, même si on est à 8 jours post-césarienne. Après, les causes habituelles de fièvre, infection pulmonaire, urinaire, tout ça. Après, il y a les causes non infectieuses à évoquer, donc une thrombophilie cérébrale, une thrombose de la veine ovarienne, une embolie pulmonaire par exemple. Donc, au final, on a réalisé un scanner cérébral et un scanner abdominal pardon, qui étaient totalement normaux. Biologiquement, on a une hémoculture qui était réalisée sur le blood patch, le sang du blood patch qui pousse à Staphylococcus warneri en 23 heures. Donc c'est juste l'hémoculture anaérobie, il n'y en a qu'une sur les deux qui a poussé. Et en fait, notre laboratoire a conclu à une contamination et donc a arrêté la culture et n'a pas arrêté d'antibiogramme. Et donc, il ne nous a pas prévenu en fait que cette pousse de staphylocoque sur l'hémoculture, parce qu'il concluait une contamination. Donc il y avait un syndrome inflammatoire biologique avec 160 de CRP, 17 gigas de locaux. Donc ouais, pardon. Donc voilà. Après, avec tout ça, la sciatique qui réapparaissait, la fièvre, le contexte de blood patch avec un prélèvement sanguin qui était difficile à prélever, on a évoqué un abcès péridural, donc on a réalisé une IRM médulaire. Donc sur l'IRM médulaire, il n'y a pas de signe de méningite, pas de signe d'épidurite, pas d'abcès épidural. Par contre, il y a une nappe de sang qui avait été retrouvée intratécale qu'on voit, alors, je ne sais pas si on voit très bien, c'est l'hyposignal qui est là. Donc c'est du sang qui baigne intratécal au contact des racines de la queue de cheval. Voilà. Initialement, il y avait une discopathie lombaire qui était discutable et après relecture par les radiologues de chez nous, ils concluaient que ça pouvait pas trop expliquer sa sciatique hyperalgique sous PCA morphine. Donc voilà, après tous ces examens, finalement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour expliquer cette fièvre chez notre Madame W. Et puis finalement, à J11 post-blood patch, notre patiente présente une raideur méningée, un nouveau pic fébrile, des vomissements, pas d'autres signes neurologiques. Donc là, notre hypothèse diagnostique devient principalement la méningite. Donc on réalise une ponction lobaire qui retrouve un liquide totalement hématique qui ne se lave pas du tout à l'écoulement du LCR, qui est évocatrice d'infection bactérienne avec une hypoglycorachie qui était normoglycémique, une hyperlactatorachie. Et à l'IRM cérébral qu'on réalise, il y a un épaississement pachyméningé temporo-occipito-cérébelleux droit, qui est évocateur selon les radiologues soit de méningite, donc ce qui rentrerait bien dans notre principale hypothèse pour le moment, mais qui peut aussi être expliqué par une hypotension cérébrale, et là ça rentre plus dans le cadre de la brèche en fait, donc l'IRM ne nous aide pas forcément plus. Donc au final, il est transféré en médecine interne et il conclut à une méningite iatrogène post-blood patch sur infection par contamination du blood patch à Staphylococcus warneri et un passage de sang intratécal. Donc petit point sur la méningite post-blood patch. Donc c'est peu décrit dans la littérature, c'est un événement qui est quand même assez rare. Les seules publications, c'est quelques case reports, dont une étude publiée dans Anesthesia and Analgesia en 2015 qui faisait part de deux épisodes de méningite où ils avaient retrouvé 2 germes dans la ponction lombaire. Donc c'était sur du streptocoque sanguis, donc qui est un streptocoque oral, et la deuxième c'était un staphylocoque epidermidis, donc un staphylocoque commensal de la peau. Donc ils sont probablement expliqués par une contamination liée à une déstérilisation lors du prélèvement. Nous, le prélèvement systématique d'hémoculture, il est très débattu dans le blood patch. Il n'y a pas d'études vraiment qui le recommandent. Nous, à Béclair, on a un protocole qui nous fait systématiquement prélever des hémocultures. Mais au final, on se rend compte que donc, la majorité du temps, évidemment, elles sont négatives. Et en fait, la seule fois où on a eu une hémoculture qui a poussé, en fait, le laboratoire a conclu à une contamination et ne nous a pas prévenu en fait, de cette hémoculture qui poussait. Donc ça nous remet un peu en question. Sur ce protocole, est-ce qu'on a des choses à changer, nous, pour éviter que ça se reproduise? Au final, est-ce qu'on se satisfait de ce diagnostic de méningite pour expliquer l'ensemble du tableau de notre patiente?
Il y a des arguments qui vont pour, évidemment. Il y a une hémoc qui pousse sur du sang qu'on a injecté directement dans l'espace péridural, un syndrome méningé, une PL qui évoque une infection bactérienne. En revanche, il y avait une seule hémoculture sur les deux qui poussait. Pas de germe qui est retrouvé dans la PL alors qu'on n'avait pas du tout démarré d'antibiothérapie. Sa radiculopathie qui était totalement très hyperalgique sous PCA morphine qui semblait varier avec la cinétique inflammatoire de notre patiente. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas un autre diagnostic qu'on n'a pas trop évoqué pour le moment qui pourrait expliquer une partie du tableau clinique dans le contexte de blood patch? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Ça devrait faire un peu comme une HSA, une irritation Ouais, c'est à peu près ça. Donc l'arachnoïdite, l'arachnoïdite, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation, comme vous l'avez deviné, de l'arachnoïde, qui est une couche des méninges, qui en fait est favorisée par un saignement intratécal. Donc comment ça marche? Comment il y a du sang qui peut passer en intratécal à la suite d'un blood patch? Il y a deux principales hypothèses. Soit on fait une deuxième brèche en fait lorsqu'on pose le blood patch, parce que c'est une technique où on cherche l'espace péridural avec la technique du mandrin liquide. Et notamment si la première brèche a été créée parce que le geste était très, très difficile, par exemple, on peut totalement avoir une deuxième brèche et injecter tout le sang en intratécal. Ou alors le sang qui passe à travers le trou quand on le met dans l'espace péridural, à travers le trou de la brèche. Et en fait, ce sang va créer une inflammation au niveau des méninges avec la création de cicatrices fibreuses qui peuvent avoir différentes conséquences, qui peuvent créer des compressions radiculaires, des compressions médulaires, de la céphalée, fièvre, syndrome méningé. Donc c'est un peu tous les symptômes qu'on retrouve aussi dans le tableau clinique que j'ai présenté juste avant. À l'imagerie, comment on peut suspecter le diagnostic? En fait, on retrouve une agglutination des racines de la queue de cheval, comme je vais vous montrer juste après dans un case report. Et pour avoir une idée de la fréquence, il n'y a pas vraiment d'étude qui étudie avec un grand nombre de patients suffisant les complications post-blood patch. L'étude à la plus grande échelle que j'ai trouvée, il y avait 500 patientes et ils n'avaient pas du tout retrouvé aucune patiente à présenter un tableau similaire. Donc c'est quelque chose de quand même d'assez rare, mais qui est très, très, très invalidant parce que ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça c'est une étude qui report en 2021 dans le journal Headache qui a présenté donc c'est une patiente qui après son 4e blood patch a présenté une radiculopathie avec déficit moteur sévère aux deux jambes, aux deux membres inférieurs. Donc sur l'image de gauche, la flèche rouge ça indique des dépôts de sang, donc c'est l'hypersignal qu'on voit qui sont au contact des racines de la queue de cheval. Et en bas à droite, les flèches bleues ça montre une agglutination des racines de la queue de cheval. Ça, c'était au moment du blood patch, dans les jours qu'on suit, ça c'est 4 semaines après, donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence à l'imagerie. Voilà, donc au vu des différentes complications que peut présenter le blood patch, on peut se demander s'il n'y a pas des techniques un peu alternatives pour soit limiter ces complications ou pour même d'autres gestes pour soigner le problème du syndrome post-brèche. Donc il y a une étude qui a été publiée là toute récente en février 2022 par un centre en fait qui a à la suite d'une arachnoïdite post-blood patch a essayé de diminuer le volume de sang qu'ils injectaient parce que plus on injecte de volume de sang, plus on a de chances qu'il y ait une partie qui passe en intratécal. Et donc en fait ils ont réalisé des blood patchs par contrôle radioscopique. Donc il y avait un premier groupe où ils faisaient des blood patchs à l'aveugle, comme conventionnel, comme nous on fait à Béclair. Et ensuite, dans le contrôle radioscopique, en fait, ils trouvaient la perte de résistance avec le mandrin liquide. Et une fois qu'ils avaient la perte de résistance, ils injectaient 3 cc de produit de contraste. Ils faisaient un contrôle radioscopique pour vérifier que l'aiguille était vraiment bien en face du trou de la brèche, bien en place. Et là, ils commençaient à injecter du sang. Et dans les deux groupes, ils s'arrêtaient une fois qu'il y a une pesanteur lombaire qui était retrouvée. Donc c'était vraiment le même critère pour arrêter d'injecter du sang. Et dans le groupe blood patch à l'aveugle, il y avait 29 ml en moyenne de volume de sang qui était injecté. Et dans le groupe contrôle radioscopique, c'était 16 ml. Donc il y a quand même une nette différence de volume injecté. Et il n'y avait pas de différence significative sur l'efficacité à court ou à long terme. Ensuite, il y a une autre technique dont je vais parler, donc c'est le bloc sphénopalatin. Le ganglion sphénopalatin, c'est un ganglion d'innervation parasympathique qui est situé à l'arrière des fosses nasales.
qui en fait, lorsqu'il a une brèche, va entraîner une vasodilatation, donc comme j'avais dit avant, qui est le principal mécanisme de la céphalée dans le syndrome post-brèche. Et en bloquant ce ganglion, en fait, on crée une vasoconstriction donc, qui arrête les symptômes. Et donc ils ont fait deux groupes en étudiant à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 1 heure, une journée, 2 jours et une semaine, l'efficacité sur la disparition des céphalées. Et ils retrouvaient que jusqu'à 1 heure, il y avait 71% d'efficacité sur la disparition des céphalées dans le groupe bloc sénopalatin contre seulement 30% pour le groupe du blood patch. Et ensuite, il n'y avait pas de différence d'efficacité à partir de 24 heures. Donc c'est quand même des bons résultats. Donc après, à voir dans les années qui suivent si on peut, si éventuellement ça peut rentrer plus dans la pratique. Donc en conclusion, le blood patch ça reste quand même le gold standard du syndrome post-brèche. C'est le seul traitement vraiment étiologique. Les autres c'est plutôt des traitements symptomatiques sur la céphalée. Il faut juste savoir évoquer ces complications qui sont rares mais qui peuvent se montrer très, très invalidantes ou très, très graves. Il y a des règles de bonne pratique à respecter pour éviter ces complications, jouant sur le volume, bien posé en stérile. Nous, on l'avait posé, normalement c'est au bloc opératoire, avec casaque porté par l'infirmière, et nous c'était en salle de réveil. L'infirmière, du coup, comme elles étaient trois à prélever, elles n'étaient pas forcément en casaque stérile. Et voilà, donc ensuite on a vu différentes techniques à la fin pour essayer de limiter ces complications. Voilà.